Une femme qui descend la pente s'obstine à faire des scènes de jalousie injustifiées à son jeune amant. La chaleur est étouffante. « Où étais-tu encore cet après-midi » dit la femme d'une voix pleine d'exaspération. « Tu le sais bien où j'étais » répond l'homme en tirant sur sa cigarette blonde. « J'étais comme tous les samedis après-midi en train de jouer au foot avec mon équipe. Tu la connais, mon équipe, les Blackpool Stars. Tu peux venir nous voir jouer quand tu veux, hein. Tu commences à me fatiguer avec tes soupçons perpétuels. » Oh, j'ai passé toute la matinée à arpenter le front de mer, dit la femme. Pas un fifrelin, rien de rien. Tu ferais bien de te dépêcher, hein. Au prix où est le loyer, on va pas pouvoir tenir ici longtemps. Tu ne t'imagines pas que je vais t'entretenir longtemps, hein. Rien qu'avec ce que tu dépenses en jeans, je pourrais vivre royalement. Oh, mon chéri, ça ira mieux demain. J'ai bien trouvé un petit pépère qui viendra passer une petite demi-heure avec moi. En tout cas, avant d'amener quelqu'un ici, tu ferais bien de passer un coup de balai. Tu as vu les moutons qu'il y a sous le lit ? Oui, je ferai ça demain matin, j'ai trop mal aux pieds. Tiens, verse-moi donc un petit verre de gin, ça va me remonter. L'homme soupire et sort la bouteille du buffet en bois blanc. La femme Myriam Cooper, une grande rousse osseuse aux dents mal plantées, mais au joli visage couleur de myosotis, renifle dans un coin de la chambre. Une pauvre chambre de location située dans le sous-sol d'un immeuble sans confort. Un séjour pour estivants désargenté, meublé d'un lit de cuivre, d'une armoire et du strict minimum pour préparer un repas et faire ses ablutions. Myriam renifle et se verse un verre de gin. L'homme, son amant, Luigi Casaldo, malgré son pseudonyme italien, est lui aussi anglais bon teint, et lui aussi, quand on l'entend parler, ne peut renier ses origines plus que modestes. « Je sais bien que tu ne jouais pas au football cet après-midi, reprend Myriam d'une voix éraillée. Je suis certaine que tu étais en train de fricoter avec cette petite garce de Linda, la nouvelle serveuse. Mais est-ce que c'est ma faute si le café de la Batteau, il engage des filles pour la saison? Tu crois tout de même pas que je fricote avec toutes les serveuses du restaurant, répond Luigi d'un air excédé. Et puis ma vieille, tu ne t'es pas regardée depuis un moment dans la glace, hein? T'as vu l'allure que tu as? Bah c'est pas avec l'argent que tu me donnes que je peux avoir l'air d'une star de cinéma, dit Myriam en pleurant à présent à chaudes larmes. Mais même si tu avais tout l'argent du roi Georges, tu aurais toujours l'air d'une paumée hors d'âge, hein? À force de t'enfiler du gin à plein goulot, tu n'es même plus capable de pousser une goualante correctement. Mais enfin, bon Dieu, qu'est-ce que je fais à me traîner une vieille peau comme ça, alors que j'ai toute la vie devant moi? Devant cette allusion à son âge, 18 ans de plus que Luigi, qui en a 24 à peine, Myriam, prise d'un accès de rage, lance son verre de gin à la tête de son amant. Luigi saisit alors un marteau qui se trouve à portée de sa main, et de toutes ses forces en assène un énorme coup sur la tête rouquine de Myriam qui s'écroule au sol. Ayant soudain perdu toute colère, il se penche sur elle pour constater qu'il vient de tuer, en ce soir de mai, celle qui partageait sa vie depuis quelques mois. Revenons un peu en arrière. Nous sommes en 1931 en Angleterre et Myriam vit depuis quelques mois avec le jeune Luigi. Elle ignore le vrai nom de son amant, mais elle ne se nomme pas non plus Myriam. Elle est dotée d'une voix canaille, elle danse et chante un peu dans les beuglans. Les affaires ne sont pas toujours brillantes, et quand elle a besoin d'arrondir la fin du mois avec un client de passage, elle dit simplement à Luigi « Chérie, va donc boire une bière au pub, il faut que je fasse un peu de ménage. » Et Luigi, qui comprend tout à demi-mot, sort de leur chambre pour laisser à Myriam le temps de rééquilibrer les finances du couple avec un inconnu de passage. Mais l'été de 31 s'annonce comme très chaud. Londres se vide, et nos deux amoureux insolites décident d'aller en saison à Blackpool, ville balnéaire et populaire, qui offre tous les plaisirs à bon marché. Luigi sait qu'il n'aura pas de peine à trouver une place dans la restauration. Myriam, à défaut de chanter dans quelques brasseries, espère faire bon nombre de rencontres fructueuses. Il débarque donc un beau matin du train et s'empresse de se trouver un logement à bon marché dans le demi-sous-sol du 87 Tulip Street. Le soir même, Luigi trouve à s'embaucher au café de l'Albatros et Myriam, vêtue de sa meilleure robe, coiffée d'un chapeau cloche, arpente la promenade du bord de mer et tente de s'y faire des relations mondaines aussi discrètement que possible, car elle est payée pour le savoir, la police britannique veille aux bonnes mœurs de la population. Quelquefois, quand elle a mal aux jambes, à force de parcourir le bord de mer, quand elle est lasse d'attendre le client désœuvré, elle pousse la porte du café de l'Albatros. Ce n'est pas un établissement de grande classe, et les femmes seules y sont admises. Elle s'assied et n'hésite pas à commander une demi-pinte de bière.
Myriam vient se désaltérer, mais elle vient surtout pour surveiller Luigi, pour examiner les serveuses, qui sont toutes, elle en est certaine, prêtes à sauter au cou de son amant au regard de braise. Et voilà pourquoi, après une vie pleine de déceptions et de déboires, Myriam Cooper, 42 ans sans profession, se retrouve morte, le crâne fracassé, dans une chambre de location. Luigi réfléchit un peu et finit par se coucher. Dès le lendemain, il se met en quête d'une malle assez grande et d'une brouette. Il ramène sur la brouette la malle au 87 Tulip Street, et il fourre la malheureuse Myriam à l'intérieur. Par-dessus, il met en vrac la garde-robe de la pauvre fille. Puis il nettoie les traces de sang sur le sol, va régler ce qu'ils doivent à la propriétaire, et se met en quête d'une autre adresse. Ayant choisi une chambre tout aussi modeste que la première, au 13 Mulberry Drive, Luigi, retroussant ses manches, charge Myriam dans sa malle sur la brouette, y ajoute sa propre valise et part dans les rues de Blackpool, malgré la chaleur, jusqu'à son nouveau domicile. Ce n'est pas un spectacle très rare à cette époque que ces déménagements à la force du bras. Une fois la malle installée dans ce nouveau logis, aussi modeste que le précédent, Luigi fait un brin de toilette et se dirige vers le bureau de la poste. Il expédie de là un télégramme adressé à la sœur de Myriam et qui dit en substance « Désolé de voir annuler ton séjour à Blackpool, pars pour le continent avec contrat chanteuse inespérée, baiser Myriam. » Une fois le télégramme expédié, Luigi va très normalement prendre son service au café de l'Albatros. Le soir même, il invite la jolie Linda, qui n'attend que ça, à danser jusqu'à une heure avancée de la nuit. Linda connaît bien Myriam, pour l'avoir vue en furie faire des reproches à son amant. Tout en dansant serrée contre le torse de Luigi, elle demande prudente « Ta vieille ne va pas faire une crise de jalousie ? T'en fais pas, là. La vieille a filé sur le continent pour aller chanter son répertoire sur la côte d'Azur. Nous sommes tranquilles pour un bon moment. » Et il continue à tourbillonner sur le parquet glissant. Les jours passent, mais dorénavant, avec la chaleur de l'été, la pauvre Myriam, toujours morte et enfermée dans sa malle, manifeste sa présence par une odeur de plus en plus forte et de moins en moins plaisante. À peu près dans la même période, un inconnu se présente à la consigne de la gare de Blackpool et y dépose lui aussi une grande malle. Quelques jours plus tard, l'employé de la consigne, intrigué et dégoûté par l'odeur qui s'échappe de ses rayonnages, prévient la police et celle-ci, ayant procédé à l'ouverture du bagage, y découvre un torse de femme. Il s'agit, d'après les constatations du médecin légiste, d'une jeune femme d'environ 18 ans, assez bien nourrie et d'un milieu bourgeois. De plus, elle était enceinte au moment de sa mort. On est incapable de déterminer les causes du décès qui a eu lieu vers le 30 mai, alors que Myriam est déjà depuis 15 jours dans l'autre monde et dans sa malle. Quelques jours plus tard, à la gare de Victoria, à Londres, le même scénario se renouvelle et on découvre les 2 jambes qui manquent au torse de la femme enceinte. Personne ne se souvient de l'allure de l'homme qui a déposé ces sinistres colis. La police est sur les dents. Les journaux se font largement l'écho de l'affaire. C'est pourquoi Luigi, confortablement installé dans sa chambre, est suffoqué en lisant dans son journal un gros titre. « Qui est la femme enfermée dans la malle sanglante ?» Du coup, il ouvre précipitamment sa malle, où il a enfermé sa Myriam, et presque avec soulagement constate que celle-ci est toujours là. Mais il doit bien se l'avouer, avec une très mauvaise mine. Ce n'est pas Myriam, ni son meurtrier que la police recherche. Cela dit, pense Luigi, la situation ne va pas durer éternellement. La police effectue en effet des vérifications au sujet de centaines de jeunes femmes déclarées disparues. Des spécialistes en criminologie du monde entier s'intéressent à l'affaire de la femme sans tête. On fait des investigations à New York, à Vienne, à Paris. Et un beau jour, les policiers viennent demander à Casaldo s'il peut expliquer où est Myriam. Mais celui-ci, sans se démonter, s'étonne de leurs questions. Myriam, elle est partie en Europe. Où, je l'ignore. Demandez donc à sa sœur. Puis je vous signale que d'après les journaux, vous recherchez une femme enceinte d'environ 18 ans. Myriam en a 42, sans compter les matinées. Les policiers, convaincus par ce dernier détail, rayent Myriam de leur liste et se retirent. Mais par le plus grand des hasards, la situation prend une tournure tout à fait inattendue par l'initiative d'une certaine Madame Blick, une veuve désespérée et désœuvrée qui passe le plus clair de son temps à dévorer la rubrique des faits divers dans les quotidiens à grand tirage.
Elle aussi, avec des millions de Britanniques, se demande qui peut être l'assassin de la femme sans tête. Elle demeure non loin du 13 Mulberry Drive, et elle se souvient d'avoir vu Casaldo lors de son arrivée poussant sa brouette chargée d'une malle. Madame Lake trouve que ce brin nouveau dans le quartier a une tête qui ne lui revient pas. Mais surtout, elle constate qu'en passant devant la fenêtre de ce monsieur, une odeur bizarre l'incommode. Elle estime donc de son devoir de téléphoner à son journal favori, qui répercute le renseignement sur la police, et celle-ci, par routine, effectue donc une perquisition dans la chambre du garçon de restaurant. « Venez voir, dit le constable, en ouvrant la malle d'une main tandis qu'il se bouche le nez de l'autre. « Il y a une femme ici !» Force est de constater qu'il ne s'agit pas de la tête et des bras de la femme sans tête. La police de Blackpool, comme l'annoncent dès le lendemain les gros titres, se retrouve avec 2 malles sanglantes sur les bras. Luigi, qui a quitté son travail sans prévenir personne, est récupéré, errant en pleine campagne, dans les environs de Londres. Quand on l'arrête, il semble presque soulagé. « C'est moi le mec que vous cherchez, dit-il simplement, tandis qu'on lui passe les menottes. Son destin semble tragiquement scellé. Mais en ce bas monde, rien n'est jamais certain, surtout pas le pire. Luigi Casaldo, malgré tout, possède une famille qui s'intéresse à son sort. Ses parents réunissent leurs modestes économies. Et quand on demande au meurtrier s'il connaît un avocat, il donne, le seul nom qu'il connaisse, celui d'un grand ténor du barreau spécialiste des affaires sensationnelles, Herbert Sloane. Les économies réunies par la famille de Luigi sont bien insuffisantes pour payer les honoraires de l'avocat, mais celui-ci, séduit par le côté sensationnel donné à l'affaire par la presse, y voit un moyen de démontrer une fois de plus son talent dans une affaire qui semble désespérée. Il accepte de défendre Luigi. La cause semble entendue. Le crâne fracassé de Myriam, l'arme du crime retrouvée dans les affaires de Luigi, tout en fait un condamné d'avance. Coupable comme l'enfer, comme disent les Britanniques. Mais selon la loi anglaise, l'accusation doit faire la preuve de la culpabilité de l'inculpé au-delà de l'ombre d'un doute. Et c'est justement cette ombre d'un doute que Herbert Sloane va réussir à jeter pour y abriter son client. Il arrive à persuader la cour du fait que la mort de Myriam est due à une chute accidentelle provoquée par l'abus d'alcool. Une chute dans l'escalier qui menait à leur studio en sous-sol. Il explique avec beaucoup de conviction qu'à partir de l'instant crucial où Casaldo découvre le corps sans vie de Myriam, son client n'agit plus que d'une manière illogique, motivé par la peur de la police. Peur, messieurs les jurés, qu'expliquent les antécédents peu reluisants, mais à dire vrai, sans aucune trace de criminalité de Casaldo. Casaldo a cru qu'on l'accuserait, et cela seul l'a fait se conduire comme un coupable alors qu'il est innocent et victime d'un enchaînement de circonstances malheureuses. Et au bout de 2 heures, Casaldo, tenez-vous bien, est acquitté. Et Sloane, en lui serrant la main, lui dit, comme par inadvertance, « Ne recommencez plus. »« Non, répond Casaldo, je ne recommencerai plus, avant de se perdre dans la foule et de vivre désormais une existence sous un nouveau nom, enfin peut-être le vrai d'ailleurs. » L'assassin de la femme sans tête, qui n'a jamais été identifié, n'a jamais quant à lui été retrouvé. Il a accompli le crime parfait.